Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Au programme de Géopolitis cette semaine, le boom de l'énergie solaire. Des panneaux photovoltaïques à perte de vue installés dans des déserts, sur les montagnes, les lacs. Les fermes solaires sont toujours plus grandes, les projets toujours plus ambitieux. Les capacités de production de l'énergie solaire ont connu une accélération ces dernières années, une croissance poussée par la Chine. Nous nous intéresserons aussi au cas particulier de l'Ukraine, où de plus en plus de panneaux solaires sont installés pour compenser les destructions des installations énergétiques par la Russie. Une alternative décentralisée et stratégiquement plus résiliente. Et puis pourquoi ne pas capter l'énergie solaire via des stations solaires spatiales pour l'utiliser sur Terre? L'idée a longtemps relevé du fantasme, mais aujourd'hui, le solaire spatial fait l'objet d'une course technologique. C'est une nouvelle d'importance face à l'urgence climatique. Selon un rapport qui vient de paraître, l'énergie solaire a supplanté pour la première fois le charbon dans l'Union européenne. Le solaire semble être même en pole position pour obtenir en 2035 la première marche du podium des sources d'électricité dans le monde. On le doit notamment aux améliorations apportées aux capteurs photovoltaïques, mais aussi à l'explosion de l'offre et de la demande. La Chine s'illustre tout particulièrement dans ce domaine. Elle a énormément investi. Sa capacité de production de panneaux solaires est aujourd'hui gigantesque et elle inonde le marché. Cette surcapacité a provoqué une situation paradoxale. Devant l'effondrement des prix, les entreprises européennes sont menacées. Elles n'arrivent pas à proposer des tarifs concurrentiels pour la fabrication de cellules ou panneaux solaires. Mais dans le même temps, le solaire, comme l'éolien, sont devenus, dans de nombreuses régions du monde, les sources d'électricité les moins chères. Une révolution qui permet d'accélérer la transition, même si les défis restent aujourd'hui très importants. On va en parler dans un instant avec le physicien Christophe Baillif, spécialiste de l'énergie solaire et de la transition énergétique. Mais voyons d'abord comment cette conjonction d'éléments favorables encourage le lancement de nombreux méga-projets. Elsa Anguinolfi. Des centaines de milliers de panneaux photovoltaïques dans le désert d'Atacama. Au Chili, la production d'électricité provenant du solaire a doublé depuis 2020. Ce sont des énergies que nous produisons ici au Chili et qui nous permettent d'avoir une autonomie énergétique, ce qui est très important quand on voit ce qu'il se passe en ce moment en Europe. Dans les déserts, sur les montagnes, les lacs, les fermes solaires sont toujours plus grandes, les projets toujours plus ambitieux. Les capacités de production de l'énergie solaire ont connu un boom ces dernières années. Actuellement, un peu plus de 5% de l'électricité produite dans le monde provient de cellules photovoltaïques, celles qui composent les panneaux solaires. D'ici 2035, cette proportion pourrait atteindre 25 à 35% selon les différents scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, ce qui ferait de l'énergie photovoltaïque la première source d'électricité devant le charbon et le gaz. Le pays qui a installé le plus de capacités de production d'énergie solaire, c'est la Chine, loin devant les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et l'Inde. En Mongolie intérieure, d'immenses champs de panneaux solaires ont été construits en quelques années. D'ici 2030, nous aurons plus de 7000 km² de désert où nous pourrions avoir réalisé des projets photovoltaïques. À terme, l'énergie produite ici devrait aussi approvisionner Pékin et ses environs. C'est aussi en Chine que se trouvent plus de 80% des capacités de fabrication des différents composants des panneaux solaires. Les usines chinoises produisent plus que ce que le marché mondial peut absorber, ce qui accentue encore la baisse quasi continue du prix des panneaux solaires. De moins en moins cher, le solaire devient plus intéressant économiquement et ouvre de nouvelles perspectives pour certains pays. Grâce à la combinaison du vent, du soleil et des terres disponibles que nous avons dans notre pays, nous sommes probablement les mieux placés pour produire de l'énergie renouvelable au coût le plus bas et le plus près des consommateurs. En Australie, l'entreprise Suncable ambitionne de construire une immense centrale solaire et éolienne.
avec comme objectif à terme d'exporter une partie de l'électricité produite jusqu'à Singapour via un câble sous-marin. Nous développons l'une des plus grandes infrastructures solaires dans les territoires du Nord. L'objectif est de déplacer l'énergie renouvelable à grande échelle de l'endroit où elle se trouve en abondance vers l'endroit où elle est le plus nécessaire. Pour ce faire, nous avons besoin d'idées novatrices et audacieuses. L'objectif affiché serait de couvrir près de 10% des besoins en électricité de Singapour, un des pays les plus densément peuplés du monde. Christophe Balif, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez le laboratoire de photovoltaïque de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, ainsi que le centre d'énergie durable du CSEM, le Centre suisse d'électronique et de microtechnique. Vous avez consacré votre carrière depuis 30 ans à la recherche et à l'innovation dans le domaine du solaire. On a vu ces grands projets qui illustrent le boom du solaire. Qu'est-ce qui s'est passé en si peu d'années? On a l'impression là d'une accélération, ne serait-ce que l'an dernier. Eh bien, l'énergie solaire s'est développée de manière spectaculaire à partir de l'an 2000, mais avec une accélération pendant les années Covid. En fait, les Chinois, qui ont pressenti depuis un certain nombre d'années cette nécessité de faire une transition énergétique, mais aussi le marché derrière les technologies propres, la Chine a investi pendant le Covid des montants faramineux de l'ordre de centaines de milliards de dollars pour mettre en place plus de capacités de production pour les panneaux solaires, mais aussi pour les batteries, pour les voitures électriques et pour les éoliennes. Et cela a abouti à une baisse des prix encore plus spectaculaire que ce que vous avez montré précédemment, à savoir que sur cette dernière année ou ces dernières 2 années, on a une baisse encore d'un facteur 3 sur, par exemple, le prix des composants, sur le prix des panneaux solaires. Alors la Chine, vous en parlez, ses capacités seraient 2 à 3 fois supérieures à la demande actuelle. Oui, effectivement. Donc, il y a un surinvestissement de la part des Chinois. La Chine serait capable de produire l'équivalent de 1400 gigawatts de panneaux solaires par année, donc l'équivalent de 1400 centrales nucléaires en puissance de pointe chaque année. Et le marché va sans doute absorber en 2025 l'équivalent d'à peu près 650 gigawatts, qui est déjà une quantité absolument énorme, ce qui correspond moyennée sur l'année à peu près 150 centrales nucléaires qui fonctionnent 24 heures sur 24. Alors, c'est intéressant pour le consommateur, pour la transition énergétique, bien sûr, mais que dire de la dépendance à la Chine? Comment maintenir aussi une capacité de production, par exemple, ici en Europe? Alors, très clairement, les Chinois, au travers de leurs surinvestissements, se mettent eux-mêmes en compétition à l'interne. Ils s'améliorent, ils réduisent leurs coûts de fabrication, ils ont un accès très bon marché aux matières premières, donc ils deviennent quasiment imbattables au niveau des coûts de production. Donc maintenant, pour les pays occidentaux, par exemple, si on veut garder une partie de la production de ces nouveaux outils énergétiques, on doit soutenir d'une manière ou d'une autre. Peut-on vraiment miser sur la Chine, elle qui est le principal émetteur de gaz à effet de serre, pour opérer la transition énergétique? Alors, d'un point de vue de la quantité de ces composants énergétiques, oui, on aura besoin de la Chine. Je dirais que c'est les seuls qui sont assez fous pour investir pareillement et à un tel niveau de qualité aussi pour qu'on soit capable de le faire. Néanmoins, il faut garder ces technologies, il faut garder un savoir-faire sur ces technologies, il faut garder un minimum de production, il faut occuper les marchés de niche. Et oui, je pense qu'on peut faire confiance à la Chine par rapport à cet aspect de la transition énergétique. Même le gouvernement chinois a compris la criticité de ce réchauffement climatique, son origine humaine et la nécessité de décarboner nos industries. Et je pense que la Chine va se décarboner beaucoup plus rapidement que la plupart des autres économies. De quelle manière cette nouvelle donne va bousculer la situation géopolitique, va redessiner un peu les cartes dans ce domaine-là? Alors, c'est un changement majeur. Vous vous trouvez avec un des principaux acteurs industriels qui est la Chine, qui a tout intérêt à vendre ses panneaux solaires, ses voitures électriques, ses batteries qui deviennent extrêmement importantes pour gérer les électricités fluctuantes renouvelables. La Chine, quelque part, devient l'ennemi de la Russie et de l'Arabie saoudite, de tous les pays qui produisent du pétrole. La Chine elle-même ne produit pas, ou a très peu d'exploitation pétrolière. Donc, de facto, ça devient un ennemi économique des puissances exportatrices de pétrole. Donc c'est intéressant parce que la Chine a les moyens d'implémenter dans de nombreux pays, de soutenir ses ventes et de faire en sorte que les pays fassent la transition énergétique, car c'est dans son intérêt économique à elle. Venons-en maintenant à une situation particulière qui vient encore démontrer l'utilité du solaire. On va se rendre à présent en Ukraine, où de plus en plus de panneaux solaires sont installés, et ce pour compenser les destructions des installations énergétiques par la Russie. Une alternative décentralisée et plus résiliente stratégiquement. Nathalie Boujard. Sur le toit de cette maternité de Kiev, son directeur observe avec impatience et soulagement l'installation de ces nouveaux équipements.
Des panneaux solaires devenus indispensables, notamment pour éviter toute interruption des soins et maintenir les couveuses opérationnelles à tout moment. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons les pertes que nous avons dans le secteur de l'énergie. Et nous devons être prêts pour que certaines institutions puissent fournir des soins médicaux de qualité. Les infrastructures énergétiques sont massivement ciblées. Depuis la première campagne de bombardement russe fin 2022, l'Ukraine a perdu environ la moitié de sa capacité de production d'énergie. La production d'électricité a diminué de plus de 70%. Pour combler une partie du manque, le pays se tourne vers l'énergie solaire. Le gouvernement a été chargé de présenter immédiatement un programme visant à encourager l'installation de systèmes de production solaire et de stockage d'énergie en Ukraine. Un programme aussi favorable que possible. Le solaire, une source d'énergie décentralisée, relativement rapide à installer ou réparer. Cette directrice d'école n'a pas attendu les incitations du gouvernement. Ces panneaux sont installés sur le toit de son établissement depuis novembre 2022. Les panneaux solaires peuvent nous sauver, en particulier pour les infrastructures critiques minimales. Lorsque vous avez besoin de communiquer, de charger les lumières par exemple. Pour cela, nous avons vraiment besoin de cette énergie qui vient de nulle part. Le courant généré par les panneaux alimente l'école et a également pu aider le voisinage qui venait charger les lampes de poche ou batteries dans l'établissement. Les particuliers se tournent également vers cette source d'énergie afin de faire face aux nombreuses heures de coupures de courant. Sur cet immeuble de Kiev, le toit est couvert de panneaux solaires depuis l'été dernier. Vous pouvez installer un convertisseur et des piles dans l'appartement. C'est ce que j'ai fait comme beaucoup de mes voisins. De cette manière, nos besoins en électricité peuvent être couverts de 4 heures à 24 heures, voire plus. La demande est telle que l'attente pour l'installation peut durer plusieurs mois. Le solaire, tout comme d'ailleurs les générateurs à diesel ou essence, pour faire face à un approvisionnement énergétique mis à rude épreuve en temps de guerre. Christophe Balif, on sait que dans des zones de guerre comme en Ukraine, les réseaux électriques sont délibérément ciblés. Là, le solaire peut venir à la rescousse. Alors effectivement, je trouve que le reportage l'illustre bien, mais on voit que c'est aussi le cas à Gaza, c'est le cas en Syrie, c'est le cas au Liban et de nombreux autres pays. Malheureusement, le solaire devient une alternative intéressante pour produire rapidement de l'électricité. Avec ce progrès corollaire des batteries qui deviennent elles aussi extrêmement bon marché, on peut avoir des systèmes autonomes. Mais évidemment, ce n'est pas les situations qu'on rêve de voir par rapport au développement du solaire. On préfère plutôt que ça soit intégré dans un réseau électrique, que ça contribue au bon moment, qu'on soit capable de gérer tout ce réseau, plutôt que de se trouver dans des situations comme celle décrite pour l'Ukraine. Plus largement, est-ce que cela va entraîner un changement fondamental? Parce qu'avec cette multitude de panneaux solaires, il faut pouvoir relier. On n'a plus seulement une coordination de grandes centrales. Alors évidemment, ça complexifie un petit peu le système énergétique, mais en même temps, c'est quelque chose qui est complètement gérable. Prenez le cas de la Suisse. Alors en Suisse, on ne va pas faire des centrales énormes de plusieurs gigawatts de panneaux solaires. On va plutôt miser sur une multiplicité de centrales, plutôt sur les bâtiments. Mais on est très bien capable de gérer cette complexité. En fait, vous avez un réseau électrique, au lieu d'avoir 10 grosses sources, vous avez 500 000 petites sources qu'on est capable de prédire au niveau de la production, qu'on est capable de gérer au travers à la fois du pompage-turbinage, à travers le stockage des batteries et à travers ce qu'on appelle la flexibilité. Ça veut dire d'inciter certains comportements, par exemple inciter les gens à faire fonctionner les pompes à chaleur à certains moments de la journée, à faire fonctionner la voiture électrique. Et évidemment, dans nos centres de recherche, on optimise tout ce fonctionnement du système et on voit que les solutions sont complètement possibles et quelque part faciles à mettre en place si on en a le désir. La perspective de voir cette marée de panneaux vitrés, colonisés, les toits, les champs, ça peut provoquer des tensions. On voit apparaître comme solution des tuiles, par exemple, beaucoup plus élégantes pour une meilleure intégration architecturale. Oui, effectivement, il y a un nombre de possibilités absolument incroyables qui a été ouverte. Et une bonne partie de ces solutions ont été aussi développées à Neuchâtel, qui permettent effectivement d'avoir des tuiles solaires, d'avoir des panneaux solaires colorés, blancs, qui deviennent complètement invisibles. Donc on peut aussi choisir de faire du joli photovoltaïque. On peut avoir une industrie spécialisée dans des composants un peu plus chers que les composants de base chinois, avec même de la fabrication en Europe et en Suisse.
Et il n'y a pas de raison de ne pas faire sur certains bâtiments. Et il y a des gens qui ont aussi les moyens de le faire, ou qui le font pour des raisons publicitaires, ou simplement parce qu'on se sent bien, on investit un peu plus dans son système solaire, on peut faire des choses très belles. Et c'est vrai que pour la Suisse, je pense aussi important d'avoir une qualité architecturale dans un certain nombre de ces projets photovoltaïques. Aujourd'hui, avec les progrès, est-ce que ça reste un défi, cette gestion des différences d'ensoleillement ou des différences de saison, bien sûr? Non, alors, au niveau de la gestion journalière du photovoltaïque, je dirais qu'on n'a absolument aucun problème à le faire au travers du pompage-turbinage. On aura besoin d'avoir des batteries de plus en plus, pas trop en Suisse, plus en Europe. On voit d'ailleurs de plus en plus de gros projets qui sont installés directement avec des batteries. Donc cette gestion va se faire, je dirais, de manière assez facile. La gestion, on va dire, saisonnière, se ferait de manière très simple si on acceptait de mettre plus d'éolien. On voit qu'au niveau européen, sur pratiquement tous les continents, le solaire et l'éolien se complètent de manière spatio-temporelle extrêmement bien. Maintenant, si on met moins d'éolien ou pas assez d'éolien, on pourrait avoir, on va dire, un certain manque en hiver en Suisse qui devrait se traduire par soit l'augmentation des capacités de solaire, ça veut dire qu'à un moment donné on en aura trop en été, peut-être qu'on l'écrêtera, peut-être qu'on fera, on chauffera de l'eau pour la stocker pour l'hiver, on fera même de l'hydrogène qu'on pourrait stocker pour l'hiver ou simplement on la perdra et puis on pourra toujours importer. Et puis bien sûr ça fait partie d'un tout, hein. On aura besoin aussi d'autres solutions, on va utiliser toujours l'hydraulique en Suisse, on a la biomasse, on a les déchets, donc les solutions finales sont toujours un assemblage de beaucoup de petite solution, mais avec une grande partie de la solution qui sera donnée par le solaire et idéalement aussi un peu par l'éolien. Dans cette course à l'innovation pour capter efficacement les rayons du soleil, la Chine a annoncé vouloir construire une gigantesque station spatiale solaire. Sa production correspondrait à la production du barrage des Trois Gorges. Le Japon prévoit aussi le lancement d'un prototype de démonstration en avril. Le solaire spatial fait l'objet d'une course technologique et pose des questions géopolitiques. Nathalie Boujard. Le soleil, une source d'énergie puissante. Pourquoi ne pas la capter grâce à des stations solaires spatiales pour l'utiliser sur Terre? L'idée a longtemps relevé du fantasme science-fictionnel. Ces dernières années, elle se fait plus concrète. Différents projets à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne, travaillent d'arrache-pied pour développer les technologies nécessaires. Il est passionnant de constater que le discours sur l'énergie provenant de l'espace est rentré dans les conversations courantes. Objectif ultime, placer en orbite géostationnaire à 36 000 km au-dessus de nos têtes, des stations solaires. Ces centrales convertissent les radiations du soleil en électricité puis en micro-ondes, des ondes ensuite renvoyées vers notre planète où elles sont collectées, retransformées en électricité puis injectées dans le réseau. Mais les obstacles techniques restent nombreux, notamment la transmission espace-terre. Les entreprises et pays qui travaillent là-dessus à travers le monde vont déployer cela dans la prochaine décennie, dans les années 2030, avec des prototypes de stations solaires qui devront ensuite être améliorés si l'on veut qu'elles contribuent de manière significative à la réalisation de nos objectifs pour 2050. Le solaire spatial a plusieurs avantages. Il assure une production continue, quelle que soit la météo, 7 jours sur 7, jour et nuit, et la puissance lumineuse reçue par ces panneaux est supérieure à celle sur Terre où l'atmosphère filtre une partie des rayons du soleil. L'Agence spatiale européenne estime qu'il serait possible, d'ici 2050, de couvrir ainsi environ 25% de la demande d'électricité brute de l'Union européenne. Mais ces projets sont également critiqués. La NASA, notamment, remet en question la rentabilité de cette source d'énergie. Nous avons conclu qu'à l'heure actuelle, la technologie présente encore plusieurs lacunes qui nécessitent des améliorations au niveau du lancement et de la fabrication afin de réduire les coûts et les émissions, ce qui en ferait une alternative compétitive. Parmi les nombreuses limites, le coût, l'empreinte environnementale, la maintenance complexe et le risque de collision avec d'autres objets dans une orbite terrestre déjà encombrée. Le solaire spatial, un secteur qui attise les ambitions stratégiques et militaires des grandes puissances, un domaine à forger et encadrer pour garantir une utilisation pacifique et équitable de l'espace. Christophe Balif, l'énergie solaire spatiale, est-ce la clé vers l'Eldorado énergétique ou alors une quête trop onéreuse? C'est un sujet intéressant à étudier maintenant. Il y a des complexités énormes qui sont liées, entre autres, à la retransmission de grandes quantités d'énergie sur la Terre avec des pertes qui seraient sans doute importantes.
Donc soyons très clairs, à l'horizon qui nous intéresse, à l'horizon 2050, de faire une transition la plus rapidement possible au niveau de la planète, ça ne va jouer aucun rôle, d'autant plus que l'on a baissé tellement ces coûts des composants solaires, éoliens et batteries, que maintenant les coûts terrestres deviennent très abordables. Et on voit les premiers projets apparaître où en couplant solaire et batterie, on a de la production 24 heures sur 24 à un coût très abordable. Donc, à étudier, à regarder, mais à mon avis, il y aura très peu de gros investissements qui vont se faire dans les 20 prochaines années, simplement parce que ça ne sera pas du tout compétitif. Christophe Balif, il n'y a pas que le solaire. Vous avez parlé de l'éolien aussi tout à l'heure. La clé, c'est cela, c'est le mix énergétique? Alors la clé, c'est évidemment le mix énergétique. Maintenant, il faut faire des calculs. On consomme sur notre planète beaucoup d'énergie. Idéalement, on devrait en consommer moins, mais c'est difficile. On ne voit pas les gouvernements proscrire l'utilisation d'énergie pour les nouvelles applications, par exemple l'intelligence artificielle ou les crypto-monnaies. Donc on a besoin d'énergie. Et la question, c'est est-ce que cette énergie est décarbonée ou pas? On a assez d'énergie fossile pour continuer pendant 200 ans, faire la même chose, en gros. Donc il faut développer ces énergies propres, quelle que soit la situation. Pourra-t-on se passer un jour, justement, complètement du pétrole, du gaz, du charbon? Alors, techniquement, j'ai envie de dire que c'est complètement faisable, d'autant plus maintenant avec les progrès technologiques, les augmentations de rendement, les baisses de coûts, etc. On est dans une situation idéale et rêvée pour faire cette transition énergétique. Et d'ailleurs, c'est une catastrophe de voir que ce qui se passe aux États-Unis avec ce gouvernement qui veut quelque part relancer les énergies fossiles, ça ne fait aucun sens pour les citoyens américains, ça ne fait aucun sens pour la planète. Je rappelle que chaque 0,1 degré de réchauffement climatique va se traduire par des centaines de milliards de francs de coûts, de morts, de migrations, etc. Donc c'est le bon moment pour le faire. On a, je veux dire, les bonnes technologies aux mains, on doit accélérer l'implémentation, on doit être prêt à un système un peu plus complexe, et surtout, on a dans les mains tout ce qu'il faut au niveau des matériaux. On a beaucoup parlé du lithium, du cuivre, etc. De faire la transition énergétique, c'est globalement beaucoup moins d'extraction minière si on considère que le secteur des énergies fossiles est un secteur d'extraction minière aussi. Donc on a tout pour bien faire. Et moi, j'y crois fermement. Et je pense que les citoyens du monde entier, s'ils veulent pouvoir se regarder dans la glace ce matin, doivent faire un effort pour aller rapidement vers cette transition énergétique. Et puis, évidemment, ce sera d'autant plus facile si on repense un peu nos modes de consommation qui sont effectivement parfois un peu absurdes. Mais c'est ça, parce qu'on a beaucoup parlé des sources d'énergie, mais face à l'urgence climatique, que dire de la surconsommation, de la demande toujours plus grande en énergie? Oui, c'est effectivement un problème, entre guillemets. Maintenant, si on est capable de réduire cette demande, et je suis pour réduire la demande, mais c'est difficile pour un gouvernement de réduire la demande. Si on supprime, par exemple, l'intelligence artificielle en Suisse, on se met en retard par rapport à d'autres pays, on risque d'avoir des problèmes économiques. Donc, il y a peu de pays qui sont prêts à couper. Par contre, il faut absolument, ça c'est une demande excédentaire, essayer de découvrir par des énergies propres. Et puis, si on arrive à réduire la demande, eh bien, on sera capable, grâce aux énergies renouvelables, d'atteindre plus vite une neutralité carbone. Mais ce n'est surtout pas une raison de freiner ce développement des énergies renouvelables. Au contraire, on doit absolument l'accélérer, quels que soient les scénarios de croissance de la demande énergétique ou de décroissance de la demande énergétique. Christophe Balif, merci infiniment. Merci. Au revoir. Le développement du photovoltaïque a d'abord été lié aux programmes spatiaux dans les années 50-60. Il a fallu attendre les années 70 pour que des panneaux solaires soient progressivement installés sur Terre. Les chocs pétroliers et les oppositions aux constructions de centrales nucléaires ne sont alors pas étrangers à la nécessité de penser aux alternatives. Voici un document du Ciné-Journal suisse. C'était il y a un peu plus de 50 ans. La prétendue crise du pétrole est plus financière que politique. Les milieux intéressés ont stocké des réserves pour faire augmenter les prix. On attend de voir combien de temps tiendront ces réserves. Pour ce qui est des super gains, ils sont une réalité depuis le premier jour. Des sources traditionnelles de courant, on ne peut attendre qu'une faible augmentation de production. Bientôt, toutes nos vallées seront cernées de barrages. À ce que l'on prétend, la seule possibilité qui nous resterait, c'est la production d'électricité à partir de l'énergie nucléaire, ce qui ne manque pas de préoccuper les profanes. Cette solution connaît de nombreux détracteurs. Les protestations contre l'implantation d'usines atomiques se font de plus en plus intenses. À Kaiseraugst, près de Bâle, un comité d'action populaire a donné une conférence de presse sur le terrain même choisi pour l'érection d'une telle usine. Mais alors où trouver de nouvelles sources d'énergie?
Avant toute chose, il faut cesser les dilapidations, se contenter de ce que l'on a. L'énergie nucléaire crée l'illusion d'une expansion éternelle. On oublie que le monde n'a que 20 à 30 ans de réserve d'uranium. En revanche, l'énergie solaire, elle, est pratiquement inexploitée. On fonde aussi de grands espoirs sur l'énergie solaire. En septembre 1961, un ingénieur suisse a fait fonctionner une pompe à l'aide des rayons solaires. Merci de votre fidélité. Retrouvez en tout temps sur les plateformes comme sur notre chaîne YouTube les différentes éditions de Géopolitis, émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde. À tout bientôt et portez-vous bien.